Tina, la fausse bienfaitrice. Quand Tina posa le pied pour la première fois au Burkina Faso, elle le fit avec l'air radieux d'une femme venue porter l'espoir entre ses mains. Ses cheveux blonds flottaient légèrement dans le vent chaud de Ouagadougou, son sourire éclatant rassurait et intriguait tout à la fois. Venue d'Europe, d'un monde de confort et d'abondance, elle répétait à qui voulait l'entendre que ce n'était pas la richesse qui l'avait poussée à voyager, mais son cœur. J'ai senti que je devais venir ici, confiait-elle aux journalistes locaux, car cette terre a besoin d'amour et de solidarité. Ses paroles touchaient. Son accent étranger, mêlé d'un français hésitant mais charmant, lui donnait encore plus de crédibilité. Très vite, elle fonda une ONG. Les premiers camions arrivèrent dans les villages avec des sacs de riz, des bidons d'huile et des cartons de médicaments. Tina descendait elle-même pour remettre les vivres. Les caméras locales la filmaient distribuant des bonbons aux enfants, écoutant les veuves raconter leurs souffrances, posant sa main sur l'épaule d'un vieil homme. Dans les écoles, elle payait les frais de scolarité des orphelins. Dans les marchés, elle aidait les femmes à lancer de petits commerces. Tout semblait authentique, tout semblait sincère. En moins d'un an, Tina devint un visage familier dans la capitale et au-delà. On parlait d'elle dans les maisons, dans les mosquées, dans les marchés. Les enfants couraient derrière sa voiture en criant « Tantina, Tantina », leur voix résonnant dans la poussière des routes. Les mères priaient pour elle le soir avant de dormir. Les hommes la saluaient comme une sœur, certains même comme une sauveuse envoyée du ciel. Aux yeux de tous, elle n'était pas une étrangère, elle était une bénédiction. Mais derrière ce sourire de lumière se cachait une vérité sombre. L'ONG de Tina n'était pas née de la compassion, mais de la stratégie. Sous les sacs de riz et les cartons de médicaments se cachaient des lingots et des pépites d'or. Ces camions, acclamés par les populations, servaient aussi de couverture pour des cargaisons invisibles. La nuit, dans des villas discrètes, Tina rencontrait des hommes venus d'Europe et d'Amérique, des financiers en costume qui murmuraient dans des salons fermés. Ils n'étaient pas là pour le peuple, mais pour l'or. Et Tina, en jouant à la bienfaitrice, leur ouvrait les portes du pays. Ces opérations passèrent inaperçues pendant plus d'un an. Son influence grandissait. Même le président, le capitaine Ibrahim Traoré, jeune et déterminé à défendre la dignité du Burkina Faso, voyait en elle un modèle. Il admirait son courage, son audace, sa présence dans les zones rurales où l'État avait parfois du mal à intervenir. À ses ministres, il disait souvent « Cette femme aime vraiment notre terre. Elle est l'exemple de ce que la coopération peut être. » Alors, quand l'idée d'organiser une grande cérémonie nationale pour l'honorer fut lancée, Traoré accepta. On préparait déjà les tambours, les chants et les discours pour la présenter comme une sœur adoptive du Burkina Faso. Mais le destin en décida autrement. La veille de la cérémonie, un rapport confidentiel arriva sur le bureau du président. Traoré, fatigué, pensa d'abord à une rumeur de plus. Mais à mesure qu'il tournait les pages, son visage se figea. Des photos montraient les camions de Tina transportant de l'or dissimulé. Des enregistrements révélaient sa voix en anglais, froide et calculatrice, organisant des cargaisons avec des étrangers. Des témoignages liaient son ONG à des réseaux de contrebande. Le président sentit son souffle se couper. Cette femme, qu'il avait voulu honorer devant le peuple, n'était pas une sœur. Elle était une voleuse, une traîtresse. Cette nuit-là, Traoré ne dormit pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait deux visages de Tina, celui qui riait au milieu des enfants, et celui qui, dans l'ombre, comptait des lingots d'or. Le matin venu, il convoqua ses plus proches conseillers. Le colonel Issa, le capitaine Abdou et la ministre Mariam lurent le rapport en silence. Puis Mariam brisa l'air d'une voix chargée de colère. « Monsieur le Président, elle s'est moquée de nous. Elle a humilié notre peuple. Nous devons agir. » Traoré hocha la tête. « Nous allons enquêter plus profondément. Mais si tout cela est vrai, alors je la confronterai moi-même. » Le plan fut posé. Pendant plusieurs jours, ses services surveillèrent Tina. Chaque camion fut suivi. Chaque appel fut enregistré. Les preuves s'accumulèrent. Il n'y avait plus de doute, Tina n'était pas seule. Elle avait un réseau, des complices étrangers, mais aussi quelques locaux corrompus. Tout était clair désormais. Un matin, Traoré prit sa décision. Pas de discrétion, pas de manœuvre dans l'ombre. Il irait lui-même. Ce jour-là, Tina se trouvait dans son bureau, entourée de photos d'enfants souriants accrochés au mur, lorsque des SUV noirs franchirent les grilles de son ONG. Les soldats descendirent, leurs bottes frappant le sol.
Les employés paniquèrent, mais Tina tenta de garder son calme. Lorsqu'elle vit Ibrahim Traoré lui-même entrer dans son bureau, son cœur se serra. Elle força un sourire. Monsieur le Président. Quelle surprise. Entrez, je vous en prie, vous m'honorez. Mais le regard de Traoré était glacé. Il posa une chemise brune sur son bureau et l'ouvrit. À l'intérieur, des photos, des enregistrements, des preuves indiscutables. Le masque de Tina se brisa. Son visage pâlit, ses lèvres tremblèrent. Elle balbutia, chercha à se justifier, puis, dans un dernier sursaut, elle supplia, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je vous donnerai plus, je peux vous donner de l'argent, même, moi-même, mais Traoré se leva brusquement, la voix tonnante, ne nous insulte pas. Tu crois que l'honneur du Burkina Faso peut s'acheter. Tu n'as pas seulement volé de l'or. Tu as volé la dignité de tout un peuple. Quelques jours plus tard, la cérémonie prévue pour la célébrer se transforma en un procès public. La grande place de Ouagadougou débordait de monde. Les tambours résonnaient, les enfants brandissaient encore des banderoles avec le visage de Tina, ignorant la vérité qui allait éclater. Puis le silence tomba. Traoré monta sur scène, son uniforme brillant sous le soleil. Sa voix résonna, mon peuple. Aujourd'hui, vous devez entendre la vérité. Cette femme vous a donné du pain, mais pendant que vous mangiez, elle volait votre or. Elle vous a donné des médicaments, mais pendant que vous guérissiez, elle vendait votre avenir. Le Burkina Faso n'est pas à vendre. Un écran géant s'illumina. Les images apparurent, des camions remplis d'or caché, des enregistrements de Tina négociant avec ses contacts étrangers, des documents bancaires. La foule éclata. Certains crièrent de douleur, d'autres de rage. Les enfants se serrèrent contre leur mère, incapables de comprendre. Tina fut amenée sur scène, pâle, tremblante. Elle tomba à genoux, pleurant, suppliant, « Pardonnez-moi, je n'ai pas voulu », mais la foule rugit, « Traîtresse ». Traoré conclut d'une voix ferme, « Que ceci soit une leçon pour le monde. Nous n'avons plus besoin de faux sauveurs. Le Burkina Faso se tiendra debout, digne et libre ». Les tambours reprirent, mais cette fois ce n'était pas une célébration, c'était un cri de défiance, un rythme d'unité. Tina fut emmenée, brisée et humiliée. Non pas exécutée, car le président le savait, la mort aurait fait d'elle une victime aux yeux des puissances étrangères. Non, elle devait vivre. Vivre pour que son visage devienne un avertissement. Vivre pour que son nom reste associé à la trahison. Ce soir-là, Ouagadougou ne dormit pas. Les cafés bourdonnaient de discussions, les femmes pleuraient de colère, les hommes frappaient leurs poings sur les tables, et les enfants demandaient encore, « Pourquoi, maman ? Pourquoi elle ?» Au palais présidentiel, Traoré se tenait debout devant une carte du Burkina Faso accrochée au mur. Son visage était grave, mais sa voix ferme lorsqu'il murmura, « Le combat ne fait que commencer. Mais aujourd'hui, au moins, la vérité a triomphé.